Bonjour à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du tout premier roman de Laureline Stone, à savoir Le Père Noël, la Petite Souris et le Prince Charmant, tome 1, Conte de fées ou Cage dorée, alors restez avec moi. Le tome 1 du Père Noël, la Petite Souris et le Prince Charmant est un roman que vous retrouverez en auto-édition. Vous pourrez vous le procurer sur Amazon notamment. Laureline Stone est une auteure que j'ai découvert sur Instagram il y a quelques mois déjà, avec qui j'ai sympathisé et que je trouve vraiment hyper talentueuse. Et vous pourrez retrouver l'autrice Laureline Stone sur Instagram, sur lequel elle est vraiment très présente, et vous pourrez découvrir son univers littéraire. Toute cette saga qu'elle est en train d'écrire, que ce soit sur le prochain tome, le tome 2, le tome 3 ou le tome 4, puisqu'il s'agit d'une saga en 4 tomes si tout va bien. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'auteur, sur ses romans, n'hésitez surtout pas à la contacter et à aller voir sa page Instagram qui est vraiment très riche et très bien travaillée, alors n'hésitez pas. Avant de vous donner un petit résumé de ce premier tome, La Petite Souris, le Père Noël et le Prince Charmant, je vais vous parler un petit peu de Laureline Stone justement, qui est une autrice qui a décidé de ne jamais montrer son visage sur les réseaux sociaux. Son nom de plume est Laureline Stone, mais elle ne s'appelle pas comme ça en vrai. Elle a fait le choix de rester dans l'anonymat et l'écriture, c'est son rêve depuis qu'elle est toute petite. Son premier roman qui est sorti il y a quelques semaines et que je tiens en main, c'est la concrétisation de son plus grand rêve. Elle y a vraiment mis toute son énergie, elle a travaillé dur durant des années et des mois pour pouvoir proposer cette saga au lecteur. Et si vous allez un petit peu sur sa page Instagram pour découvrir son univers, vous verrez qu'elle dépense énormément de temps et d'énergie dans cette saga, qu'elle lui prend énormément de temps mais que c'est son petit bébé. Et ça fait vraiment plaisir de voir une auteure qui se consacre autant à ses projets littéraires, qui partage régulièrement ses joies et ses peines au niveau de l'écriture. Et franchement, je vous invite à aller voir son compte Insta, Laureline Stone, vous ne serez pas déçus. Pour en revenir un petit peu à ce premier tome du Père Noël, la Petite Souris et le Prince Charmant, tome 1, Conte de fées ou Cage dorée. Alors on va pas se mentir, c'est un titre à rallonge et c'est un peu dur à dire en vidéo. Mais pour en revenir à ce premier tome et vous donner un petit résumé pour vous donner envie de le lire et de le découvrir, ce premier tome nous introduit au personnage de Cécile. Cécile qui a 34 ans au début du roman et qui mène une vie plutôt banale de mère au foyer. Cécile, au début du roman, elle vit dans une immense villa avec son fils de 15 ans qui s'appelle Maxime, et on comprend très vite qu'en fait, c'est très récent qu'elle habite dans cette maison, puisqu'il s'agit d'un foyer recomposé. Elle partage sa vie avec son amoureux qui s'appelle Raphaël. Raphaël qui a lui-même une fille qui s'appelle Anna et qui a à peu près le même âge que Maxime. Très vite, en tant que lecteur, on découvre la vie de Cécile à travers son regard, à travers ses pensées. Et du coup, on apprend un petit peu à découvrir cet univers qui entoure Cécile, son quotidien de mère au foyer, et cette petite vie de luxe qui fait son quotidien. Mais malgré cette maison de luxe, malgré le fait qu'elle soit une mère au foyer qui a vraiment tout ce qu'elle veut de la part de son mari, un mari qui est beau, qui est riche, qui a tout de même 20 ans de plus qu'elle, mais peu importe. On comprend qu'au niveau matériel, Cécile, elle ne manque de rien, son fils non plus, sa belle-fille Anna non plus, enfin bref, ils ont tout ce qu'ils veulent dans cette immense maison, et que pour n'importe quelle autre personne de l'extérieur, cette vie pourrait tout simplement faire rêver. Mais très vite, Cécile, elle va se rendre compte que ce quotidien ne lui correspond pas. Le fait d'être une mère au foyer qui a renoncé à son travail pour son mari, une mère au foyer qui est là uniquement pour attendre le retour de son fils et de son conjoint à la maison le soir, préparer à manger, faire les courses, etc. C'était pas vraiment la vie qu'elle s'était imaginée. C'était pas vraiment la vie dont elle rêvait en fait, tout simplement. Et un beau matin, elle commence à en prendre conscience et à se demander si c'est bien la vie dont elle souhaite. Cécile va alors faire face à plusieurs questions intérieures, des questions qui vont bouleverser son quotidien, et elle va se demander si elle a fait tout simplement le bon choix. Ça peut paraître simple dit comme ça, ce petit résumé, mais il y a beaucoup de psychologie dans le personnage de Cécile, et finalement on se rend compte qu'on peut très vite nous imposer des choix dans la vie, on peut très vite se laisser submerger par des situations qu'on ne contrôle pas, et on peut s'engager tout simplement dans une vie qui n'était peut-être pas tracée pour nous à la base, et on peut très vite se rendre compte à un moment donné dans sa vie qu'on n'a peut-être pas pris les bonnes décisions au moment où il fallait les prendre, et c'est exactement ce qui arrive à Cécile dans ce premier tome, où elle va remettre en question pas mal de choses qui lui sont arrivées dans la vie, à elle et à son fils, et c'est comme ça que débute ce premier roman. Cécile va-t-elle rester dans cette situation avec Raphaël? Va-t-elle rester une épouse modèle enfermée chez elle H24 tout en ayant une vie luxueuse et enviée de tout le monde? Va-t-elle repenser à ses premiers amours de jeunesse?
Que va-t-il lui arriver exactement? Quelle décision elle va prendre pour se sortir de ce quotidien qui est devenu un petit peu un enfer pour elle? C'est ce que nous propose de découvrir Laurie Linstone dans ce premier tome Conte de fées ou Cache dorée, du Père Noël, la petite souris et le prince charmant. Donc si ce petit résumé vous a donné envie, si vous aimez les personnages à la psychologie très travaillée, très prononcée, si vous aimez la romance également, je pense que ce roman est fait pour vous et je vous invite à le découvrir. Maintenant, comme d'habitude, et vous le savez, je vais divulgacher l'intrigue de ce roman. Alors si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Cécile, c'est une jeune femme de 34 ans au début du roman et on entre directement dans les premières pages dans sa vie, dans son quotidien, qu'elle partage du coup avec son amoureux Raphaël, avec son fils qui s'appelle Maxime et comme je le disais en intro de cette vidéo, avec sa belle-fille Anna. On suit donc le quotidien de cette famille recomposée dans cette immense villa luxueuse et on vit tout ça à travers les yeux de Cécile. Cécile qui est une jeune femme de 34 ans, qui a eu un fils alors qu'elle n'avait que 19 ans et dont on ne sait pas grand-chose par rapport à son père. Le père de Maxime est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé au début du roman, on n'en sait pas plus par rapport à lui, mais on sent que Cécile a refait sa vie extrêmement vite, à 19 ans du coup, et qu'elle a décidé d'élever son fils seule. On comprend également que dans sa vie, elle a eu quelques aventures, dont une qui l'a vraiment marquée avec un certain Frédéric, mais que ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons. Grâce à des flashbacks, on comprend que 2 ans auparavant, Cécile travaillait dans une concession automobile, en comptabilité si je ne dis pas de bêtises, et qu'elle gérait plutôt bien sa vie toute seule avec son fils. Son fils ne manquait de rien, ils avaient tous les deux leur petit appartement, elle et lui, et ils ont un lien hyper fusionnel, Maxime et Cécile, au début du roman, et on comprend que c'était une vie qui lui convenait, enfin qui leur convenait en tout cas à tous les deux. Mais un jour, la concession automobile est rachetée par un nouveau directeur, un homme du nom de Raphaël qui va tout de suite taper dans l'œil de Cécile. Mais l'inverse est vrai aussi, et Cécile va très vite taper dans l'œil de Raphaël également, et les deux personnages vont finir par se rapprocher assez rapidement. Dans ce flashback, on se rend compte que Cécile est un petit peu perturbée, puisqu'elle entretient une relation avec un homme qui est son patron, et en plus de ça, qui est marié. Elle devient donc, malgré elle, une maîtresse, et elle ne sait pas trop comment gérer cette situation. Surtout que tout ça se passe sur son lieu de travail, et la met dans une position plutôt délicate. Malgré tout, la relation entre Raphaël et Cécile progresse plutôt rapidement et un beau jour, Raphaël décide tout simplement de se séparer de sa femme et d'officialiser sa relation avec Cécile. Tout le monde est donc rapidement mis au courant, mais Cécile n'a pas vraiment le temps de se rendre compte de l'impact qu'a sa relation avec ses collègues, puisque Raphaël lui demande très rapidement d'arrêter de travailler. En effet, comme il gagne énormément d'argent, qu'il est riche, etc., il ne voit pas l'intérêt pour Cécile de continuer son travail. Il veut qu'elle devienne une femme au foyer, qu'elle se fasse plaisir au quotidien avec leur argent et qu'elle s'occupe tout simplement des enfants. Si cette idée ne plaît pas forcément à Cécile au début, elle finit par céder à Raphaël parce que Raphaël c'est quelqu'un qui est vraiment très obstiné, qui arrive toujours à la convaincre et qui a un caractère assez fort. Très vite, Cécile va déménager de son petit appartement avec son fils et emménager dans cette villa luxueuse en compagnie de Raphaël et de sa fille Anna. Cécile va donc du jour au lendemain se retrouver femme au foyer, à devoir gérer du coup cette petite famille recomposée, à devoir trouver le temps de faire quelque chose de ses journées. Et on se rend compte que 2 ans plus tard, 2 ans après cette relation, Cécile, elle est plus seule que jamais. Son quotidien, il se résume tout simplement à attendre que son fils rentre de l'école pour lui préparer à manger et son mari aussi. Son quotidien se résume également à aller faire les courses, faire toutes les petites tâches que font les femmes qui sont femmes au foyer et que au bout de 2 ans, cette situation commence vraiment à lui peser. D'autant que sa relation avec sa belle-fille Anna n'est pas des plus gaies. En effet, elles sont en constante rivalité. Anna est une jeune femme qui va avoir 18 ans très bientôt et qui en fait un petit peu casse sa tête. Son père Raphaël lui laisse passer vraiment tout et c'est vrai que ce système d'éducation-là ne convient pas du tout à Cécile qui n'a pas élevé son fils de la même façon. Son fils qui est un petit peu irréprochable, qui est vraiment gentil, qui fait pas de bêtises, qui ne ment pas, tout le contraire de sa belle-fille Anna. Et Anna, elle ne supporte pas vraiment Cécile, elle ne l'a jamais vraiment acceptée parce qu'elle la prend un petit peu pour responsable du divorce de ses parents et elle n'a jamais demandé à vivre avec cette famille recomposée, avec Maxime et avec Cécile et elle ne veut surtout pas que Cécile lui donne des ordres ou même des conseils, elle ne l'aime tout simplement pas. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de peine pour le personnage de Cécile, qui n'a que 34 ans, qui vit cette relation avec ce riche homme d'affaires qu'est Raphaël, qui la néglige totalement.
Raphaël, il ne pense qu'au travail, il ne vit que pour le travail. Il est présent pour Cécile qu'à de très rares occasions. Il l'a coupé un petit peu de tout le monde, de tous ses proches, du monde du travail, etc. Cécile, elle s'ennuie et lorsque Raphaël revient du travail, et on le comprend assez vite dans le roman, c'est uniquement pour coucher avec elle. Et on comprend que Cécile est devenue un petit peu l'objet de son mari. Il se sert d'elle quand il en a besoin. Et pouf, une fois que c'est terminé, il retourne à ses occupations. Et elle reste toute seule avec ses pensées. Et Cécile commence vraiment à ne plus pouvoir supporter cette situation, ce quotidien qui est devenu ennuyeux, ces journées répétitives qui sont toujours les mêmes, qui n'ont rien d'original. Elle se dit qu'au bout de 2 ans de relation, c'était pas du tout ce qu'elle espérait, c'est pas du tout ce qu'elle avait imaginé. Et elle se demande si, en emménageant avec Raphaël et sa belle-fille, elle a tout simplement fait le bon choix ou non. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça peut toucher pas mal de lecteurs, cette histoire, dans le sens où on a tous vécu des situations amoureuses et on a tous, à un moment donné, dû faire un choix, le choix de la stabilité, le choix de l'amour ou non. Et c'est vrai que psychologiquement, ce roman, il est très fort pour ça parce qu'on se met à la place de Cécile et les questions qu'elle se pose, on se les pose également. Qu'est-ce qui contribue au bonheur? Qu'est-ce qui fait le bonheur au quotidien? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est un mélange des deux? Est-ce qu'il faut faire des concessions ou non quand on est en couple? Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux et quelles sont les bonnes décisions à prendre, surtout quand on est parent? Tout ça, c'est mélangé dans ce premier tome et c'est vraiment extrêmement réussi. Encore une fois, sur le papier, Cécile, elle a une vie de rêve. Elle a 34 ans, elle vit dans une villa hyper luxueuse. Son mari, Raphaël, ce n'est pas son mari, son conjoint, parce qu'ils ne sont pas mariés. Son conjoint, Raphaël, il lui offre vraiment tout ce qu'elle a envie, toutes les robes de luxe, les parfums les plus chers, etc. Elle a vraiment la vie que beaucoup de gens aimeraient avoir. Et malgré tout, on sent que c'est pas une vie qui lui convient parce qu'il manque quelque chose de fondamental dans cette relation. On se rend compte que Raphaël la considère un peu comme un bien, comme un mobilier. Et évidemment, c'est une relation qui ne peut pas avancer dans le bon sens quand ça démarre comme ça. Et pourtant, Cécile, elle est amoureuse de Raphaël. Raphaël, il est beau, Raphaël, il est gentil. Et il a vraiment ce petit truc qui l'a fait craquer et qui ne la quitte pas depuis le début. Et c'est pour ça qu'elle se pose autant de questions et qu'elle ne sait pas encore vraiment quelle décision prendre par rapport à cette vie. Ce qui va un petit peu pousser Cécile et la pousser à prendre des décisions, c'est le fait que Raphaël l'ait coupé entièrement de ses amis, de sa famille, etc. Le fait qu'elle se retrouve seule au quotidien, elle va commencer à se poser des questions et le fait de ne pas avoir revu ses parents, ses propres parents à elle depuis quelques années, tout simplement parce qu'ils n'aiment pas Raphaël et que Raphaël n'a jamais été très présent, pour sa belle famille. Elle va se dire un jour qu'elle veut reprendre contact avec ses parents, elle veut retourner en Bretagne, là où ils vivent, là où vivent ses grands-parents, elle veut aller fêter les fêtes de fin d'année, avec eux et elle demande tout simplement à Raphaël de l'accompagner. Raphaël lui fait alors la promesse qu'il va y réfléchir et qu'il va essayer de s'organiser pour poser des jours de vacances et l'accompagner chez sa belle famille en Bretagne. Mais malheureusement, l'homme ne va pas tenir sa parole. Comme à son habitude, il va trouver le moyen de travailler à ce moment-là. Il organise un séminaire sur une semaine qui se passe pendant les fêtes de fin d'année, ce qui rend Cécile tout simplement furieuse. Et on la comprend, ça fait des années qu'elle est coupée de ses parents, qu'elle est coupée de ses amis, etc. Et tout ça à cause de Raphaël. Et que là, il n'a pas tenu sa promesse alors qu'elle voulait vraiment l'emmener là-bas en Bretagne pour passer les fêtes de fin d'année avec lui et son fils. Et le fait qu'il se mette à travailler, qu'il fasse passer du coup le séminaire avant Cécile, ça va être un petit peu la goutte qui fait déborder le vase. Et elle va prendre une décision radicale par rapport à ça. Elle, d'habitude, elle se laisse toujours faire par rapport à Raphaël. Lorsqu'il prend une décision, elle accepte sans broncher. Il a vraiment le dessus sur elle. On comprend que cette relation, elle est un petit peu particulière dans le sens où elle n'a jamais son mot à dire. Raphaël, il prend les décisions. Raphaël, il décide à sa place. Quand il y a un choix à prendre, c'est Raphaël qui le prend. Bref, on sent que Cécile s'est effacée dans cette relation dès le premier jour et que si ça lui a convenu jusqu'ici, c'est en train de changer. Et le fait qu'il n'ait pas tenu sa promesse par rapport aux fêtes de fin d'année de sa famille et ce séminaire qui vient tout gâcher, ça la bouscule un tout petit peu et elle commence à prendre conscience de la situation. D'ailleurs, on comprend même que ce pouvoir qu'a Raphaël sur Cécile, il l'a également, même quand ils sont au lit, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes de sexe dans ce roman. Et on comprend que Raphaël est un dominant. Il domine Cécile, que ce soit sexuellement, que ce soit au niveau du quotidien, etc. Et que même si c'est quelque chose qu'elle aime, que ce soit au niveau sexuel,
eh ben, c'est quelque chose qu'elle a de moins en moins de mal à accepter dans son quotidien. Je sais pas si je suis très clair. Enfin bref, tout ça pour dire que le fait que Raphaël n'ait pas tenu sa promesse pour les fêtes de fin d'année et qu'il n'accompagne du coup pas Cécile en Bretagne chez ses parents, va avoir un effet assez fort sur le couple, puisque Cécile décide de se rebeller et elle lui lance un ultimatum. Elle lui laisse tout simplement le choix de venir avec elle en Bretagne passer les fêtes de fin d'année en famille ou d'aller à son séminaire, mais quoi qu'il arrive, Cécile, elle décide de partir là-bas. Quelle que soit la réponse de Raphaël, rien ni personne ne l'empêchera d'aller passer ses vacances en famille. C'est la première fois qu'elle tient tête à Raphaël et celui-ci est complètement bouleversé, mais décide tout de même d'aller à son séminaire et de ne pas passer les vacances de fin d'année avec elle. En tant que lecteur, on comprend que ce moment est un moment assez charnière de l'histoire, puisque c'est un petit peu le moment où Cécile décide enfin de se révolter par rapport à cette vie qui ne lui convient pas, qu'elle prend enfin une décision importante dans sa vie, et cette petite décision qui paraît assez simple, dite comme ça, va avoir un effet boule de neige assez important sur le reste de l'intrigue du roman, puisque Cécile va donc se rendre en Bretagne chez ses parents pour fêter les fêtes de fin d'année, mais elle va tomber sur son ex qui s'appelle Fred. Alors qu'elle est en course avec sa sœur Julie, du coup en Bretagne, en train de faire les magasins pour essayer de cocher tout ce qui est à cocher sur la liste de Noël de leurs parents, Cécile va tomber du coup, comme je le disais, sur son ex, Fred, qui n'est pas le père du coup de Maxime, mais qui est un homme qui a vraiment marqué la vie de Cécile et de Maxime, dans le sens où c'était une relation vraiment fusionnelle. Et on a très vite compris que pour Cécile, cette relation qu'elle avait avec cet homme, Frédéric, était une relation hyper forte, et que s'ils se sont séparés à l'époque, ce n'était pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, au contraire, ils s'aimaient vraiment follement, mais c'est pour diverses raisons, comme le fait que Fred ait dû, du jour au lendemain, vendre sa maison pour aller justement se rendre en Bretagne, pour aller aider ses parents, son père qui était malade, je crois, si je dis pas de bêtises, et ensuite sa mère. Et du coup, ce déménagement en Bretagne, ça a un petit peu mis fin à cette relation vraiment forte entre Cécile et Fred. Cécile qui, elle, du coup, vit à Paris, ça je ne l'ai pas précisé, mais au début du roman et jusqu'à maintenant, elle vit à Paris. Même si sa famille habite en Bretagne, elle vit à Paris. Et le fait que Fred, à l'époque, décide d'aller vivre en Bretagne, sans lui en toucher un mot, en vendant sa maison, sans jamais lui en parler, ça a vraiment marqué la fin de leur relation. Et ils se sont quittés comme ça, du jour au lendemain, sans se donner de nouvelles, en étant toujours amoureux. Et malgré ses sentiments, le temps est passé et du coup, Cécile, elle a refait sa vie et c'est comme ça qu'elle est tombée sur Raphaël quelques années plus tard. Mais comme je le disais, en allant faire ses courses pour préparer les fêtes de fin d'année en Bretagne, elle va tomber du coup sur son ex, sur Frédéric. Elle tombe d'abord sur sa fille, puisque Frédéric a une fille qui s'appelle Gwen, si je dis pas de bêtises, et elle va mettre un petit peu de temps à reconnaître cette jeune fille. Elle l'a connue quand elle était petite, mais elle lui rappelle quelqu'un et elle commence à comprendre petit à petit qui elle est. Et lorsqu'elle comprend qu'il s'agit de Gwen, elle va se retourner et faire face à face directement avec son ex Frédéric. Les deux personnages se retrouvent après des années de séparation et on comprend très vite que pour Fred, les sentiments envers Cécile sont toujours là. On comprend que pour Cécile, se retrouver face à Fred, ça soulève des sentiments qui étaient enfouis mais toujours présents. Elle se rend compte qu'elle a énormément de sentiments encore pour lui, qu'elle lui en veut et qu'en même temps, hein, elle est toujours amoureuse de lui. Fred va alors lui proposer d'aller boire un café. Elle va mettre un petit peu de temps avant de se décider, mais elle va demander conseil à son frère, son jeune frère qui s'appelle Sam. Et le jeune frère de Cécile, Sam, va alors lui dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que si Fred a été mis sur son chemin, c'est pour une raison bien spécifique et qu'elle doit tout simplement aller boire ce verre avec lui pour tenter d'en apprendre plus sur leur séparation et en parler tout simplement. Sam, qui est un personnage secondaire, même très secondaire, mais très intéressant dans ce premier tome. J'espère qu'on en entendra parler de lui encore dans la suite, puisqu'il s'agit d'un personnage qui est homosexuel et qui fait son coming out un petit peu grâce à Cécile au moment des fêtes de Noël. Et ce coming out va rapprocher du coup Cécile et Sam, et cette relation va vraiment être très forte. On prend beaucoup de plaisir à lire ces petits passages dans ce roman qui sont pas nombreux mais qui sont importants. Et du coup, c'est vrai que le conseil que le jeune frère va donner à Cécile d'essayer d'en savoir plus par rapport à sa relation avec Fred va être un élément aussi déclencheur par rapport à la suite de l'histoire. Cécile, elle donne plus trop de nouvelles à Raphaël, qui essaye de la joindre par téléphone en essayant de lui téléphoner, de lui envoyer des SMS, etc.
Elle reste déçue qu'il ne l'ait pas accompagnée en Bretagne et elle le fait un petit peu miroiter, ce qui est juste normal. En plus de ça, elle n'a pas beaucoup de temps à lui consacrer puisqu'elle s'apprête à retrouver Fred dans un café et les deux ex commencent à partager un petit moment où on se rend compte qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes versions de leur séparation. Malheureusement, un café, c'est pas vraiment l'endroit où on peut déblatérer pendant des heures de ce qui s'est passé dans une relation de couple. Et Fred suggère alors à Cécile de venir partager un repas chez lui dans sa maison. Et là, en tant que lecteur, on est exactement comme Cécile, on ne sait pas trop quelle décision il faudrait qu'elle prenne. On sent qu'elle est toujours amoureuse de lui, que lui, c'est la même chose. On sent qu'elle est sur le point de tromper Raphaël et bah, ça ne loupe pas. En effet, elle décide de se rendre du coup chez son ex et ils vont se rapprocher de plus en plus jusqu'à coucher ensemble et celui-ci va alors lui dire que, il est vraiment fou amoureux d'elle, qu'il n'y aura pas d'autre femme qu'elle dans sa vie et elle repart en pleine nuit regagner sa chambre chez ses parents, l'air de rien, mais avec toutes ses pensées en tête et le fait qu'elle vient de tromper Raphaël. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, à ce stade du roman, on plaint Cécile, on se dit est-ce qu'elle a eu raison de succomber à Fred? Est-ce que Fred était véritablement l'amour de sa vie? Est-ce que Nicolas, le père de Maxime, dont on a eu quelques infos au fil de l'eau dans le roman, va avoir un impact sur ce triangle amoureux? On se pose la question, moi personnellement, à ce stade du roman, je me demandais si Nicolas allait revenir ou pas, ou si l'auteur gardait ce suspense jusqu'à la fin. Je me demandais si dans les dernières pages du livre, le père de Maxime allait revenir ou non, même si on comprend que c'est une relation qui a duré le temps d'un rapport sexuel sur la plage un été. Encore une fois, Cécile avait 19 ans quand elle est tombée enceinte de Maxime. On se rend compte que pour elle et Nicolas, c'était juste une aventure d'un été, que le jeune Nicolas, lui, n'a jamais voulu être papa et qu'il n'a pas voulu reconnaître tout simplement Maxime. Il a continué sa vie sans donner de nouvelles jusqu'ici. Et Cécile, elle, a décidé d'élever son fils seule. Et même si Nicolas n'est pas présent durant tout le roman, j'ai toujours eu l'impression que son ombre planait au-dessus de l'histoire et qu'on allait le revoir. Erreur de ma part, Nicolas ne fait pas du tout son retour dans le roman. C'est un personnage qui est vraiment absent, du coup, on le voit qu'en flashback. Alors je ne sais pas s'il sera présent dans la suite de cette saga ou non, mais en tout cas je me suis bien trompé, le personnage ne revient pas. Donc le premier tome est vraiment centré sur Cécile, Raphaël et Fred. Cécile donc, comme je le disais, qui vient de tromper Raphaël avec Fred, et elle ne sait plus trop où donner de la tête. Elle décide de retourner à Paris chez Raphaël et de faire tout simplement le point avec lui sur leur relation et peut-être de lui avouer ce qui vient de se passer. Quand elle revient à Paris, Raphaël est aux petits oignons pour elle. Il n'a pas vraiment changé. Il est toujours dans ce mode de luxe et d'essayer de la reconquérir avec de l'argent. Il a carrément acheté une limousine qui vient chercher Cécile au moment même où elle revient de Bretagne. Dès qu'elle pose un pied devant la villa, une limousine l'attend pour l'emmener dans un somptueux château, manger un délicieux repas, etc. Et on sent que même si ça lui fait très plaisir à Cécile, ce n'est pas sa définition de l'amour, ce n'est pas ce qu'elle veut, elle ne veut pas qu'on l'achète avec des choses. Et encore une fois, elle trouve que c'est l'option de facilité venant de Raphaël. Il n'agit que comme ça, il ne sait pas agir autrement qu'en achetant, qu'en dépensant de l'argent. Il ne sait pas montrer l'amour d'une autre façon, plus douce, plus profonde. Elle tente de lui en faire part et quelques jours plus tard, elle prend la décision toute simple de lui révéler ce qui s'est passé avec Frédéric. Sauf qu'elle n'a pas du tout le temps de révéler ça à Raphaël, puisqu'au moment où elle s'apprête à se confesser et à dire qu'elle l'a trompé, Raphaël va lui faire une déclaration plutôt surprenante, pensant tout à fait à autre chose. Il ne se doute pas un seul instant qu'elle l'a trompé, il pense qu'elle a découvert un secret le concernant, et il décide du coup de lui en parler. Cécile tombe des nues et comprend alors pourquoi le comportement de Raphaël est comme ça depuis des années. Alors j'ai envie de vous révéler le pourquoi du comment Raphaël agit comme ça, mais en même temps j'ai envie de vous laisser le suspense dans le livre, puisque ce passage où on comprend pourquoi Raphaël est comme ça avec l'argent, pourquoi Raphaël est comme ça avec Cécile, est assez fort. Le passé du personnage nous est révélé en pleine figure et c'est plutôt jouissif, donc je vous laisserai le découvrir par vous-même. Quoi qu'il en soit, c'est une petite bombe qui lance en pleine face de Cécile, qui ne s'attendait pas du tout à ça. Elle s'apprêtait à révéler qu'elle l'avait trompé avec Frédéric, et lui, il lui balance tout ça sur son passé, des éléments dont elle ne connaissait pas, et elle a tout simplement l'impression de découvrir une nouvelle personne. Elle découvre le vrai Raphaël, et même si ça la touche, elle a un petit peu l'impression que c'est trop tard, et au moment où elle décide de quand même lui révéler qu'elle a couché avec quelqu'un d'autre, son téléphone sonne et on comprend que Cécile doit très vite regagner la Bretagne de nouveau puisque son grand-père est décédé. Cécile n'a donc pas le temps de révéler son secret à Raphaël, elle le plante sur place et décide d'aller se rendre à l'enterrement de son grand-père au plus vite. De retour en Bretagne seulement quelques jours après les fêtes de Noël, Cécile décide donc d'enterrer son grand-père
et elle retrouve Frédéric par la même occasion. Frédéric qui va l'accompagner jusqu'aux funérailles et on va sentir que le lien qui les unissait est toujours présent et elle comprend à ce moment-là que Raphaël n'est pas l'homme de sa vie et qu'elle doit rompre avec lui. Elle va donc lui envoyer un SMS assez long, lui expliquant qu'elle ne souhaite plus de cette relation, que ça ne marchait pas de toute façon et qu'elle décide d'en rester là. En gros, quelques jours plus tard, elle viendra récupérer ses affaires, mais elle lui fait comprendre que ça se termine ici et maintenant. Alors qu'elle revient de l'enterrement de son grand-père, elle décide de s'arrêter toute seule sur la plage pour réfléchir à sa vie, au sens qu'elle veut lui donner. Et contre toute attente, c'est Raphaël qui la retrouve sur la plage. Il a parcouru ces centaines de kilomètres pour la retrouver et elle ne s'y attendait vraiment pas du tout. Raphaël s'assoit alors à côté d'elle, il s'excuse longuement par rapport à son comportement des dernières années, tout ce qu'il a fait de mal envers elle. Elle comprend pourquoi il a agi comme ça, même si c'est trop tard. Et les deux personnages ont une relation qui redevient hyper forte pendant ces quelques minutes de lecture. Ce moment qu'ils partagent au bord de la mer remet un petit peu tout en cause. On se rend compte que ce sont deux personnages qui se sont aimés follement, mais qui n'avaient pas la même définition de l'amour, et deux personnages qui finalement ne se connaissaient pas vraiment pendant toutes ces années. Et le fait qu'ils en prennent conscience et qu'ils s'aiment encore, et bah, du coup, on se demande si Raphaël et Cécile n'étaient pas un couple qui devait durer ou non. Quoi qu'il en soit, et après tout ce qu'elle a vécu, on comprend que Cécile ne souhaite pas donner de suite à cette relation. Raphaël le prend plutôt bien. Il décide du coup de s'effacer. Il lui demande juste de rester en lien avec sa fille Anna, puisque au fur et à mesure de l'histoire, et ça je ne l'ai pas dit, Anna, sa belle-fille du coup à Cécile, va commencer à s'émanciper, devenir adulte et à demander des conseils à Cécile, qui est un petit peu sa mère de substitution. Et en fait, à la base, leur relation ne fonctionne pas du tout, elles se disputent souvent, elles ne se comprennent pas. Mais au fur et à mesure de l'histoire, elles se rapprochent vraiment. Et il y a vraiment un lien fort qui unit ces deux femmes, qui est très beau d'ailleurs. Et elles deviennent complètement fusionnelles. Et ça, Raphaël, il le sent bien. Et même s'il se sépare de Cécile, il veut que sa fille reste en lien avec Cécile. Et c'est la promesse qu'elle va essayer de tenir. Bref, Cécile rompt du coup avec Raphaël et regagne du coup sa maison en Bretagne où se trouve Frédéric. Frédéric qui du coup a l'impression un petit peu d'avoir gagné. Il est heureux comme tout que Cécile ait rompu avec Raphaël et il se dit que ça y est, elle a fait son choix et que son choix c'est lui. Il lui demande alors de quitter Paris et de venir s'installer en Bretagne. Il veut qu'elle revienne chez ses parents à elle et qu'ils continuent leur relation comme ça un petit peu à distance, sans engagement précis. Cécile réalise alors que Frédéric, même s'il l'aime et même si elle l'aime aussi, qu'en fait, depuis toutes ces années, il n'a pas changé, il n'a jamais voulu s'engager à l'époque, il ne le veut toujours pas maintenant. Elle ne voit pas l'intérêt de quitter sa vie avec son fils pour venir vivre chez ses propres parents, pour vivre une relation à distance avec Frédéric. Elle aurait voulu qu'il la choisisse elle, qu'il lui propose de venir vivre ensemble, peut-être pas dans la maison de Frédéric, mais dans leur propre maison. Elle aurait voulu qu'il se batte pour elle, qu'il lui propose quelque chose de concret pour l'avenir, et elle se rend compte que finalement, Fred, il n'est pas capable de s'engager et qu'il souhaite juste une relation un petit peu épistolaire comme ça, sans engagement. Et là, on arrive à la fin du roman, et alors qu'on se demandait depuis le début ce qu'elle allait faire, si elle allait rester avec Raphaël, si elle allait quitter cette vie de luxe où elle se sentait plus seule que jamais, si elle allait revenir dans les bras de Fred, l'amour de sa vie, ou si même Nicolas, le père de Maxime, allait revenir, et ben là, elle prend une décision qui nous prend de court en tant que lecteur, mais qui est hyper cohérente et hyper bien faite. Elle décide de ne pas se remettre en couple avec Fred. Elle décide tout simplement de le recaler et de rester seule avec son fils. Parce qu'en fait, toutes ces histoires d'amour, toutes ces histoires qui lui tournaient autour, que ce soit Raphaël, que ce soit Nicolas, que ce soit Fred, etc., ont eu un impact hyper fort sur Cécile et elle s'est rendue compte finalement de ce qu'elle ne voulait pas dans la vie. Elle ne veut pas qu'un homme lui dicte ce qu'elle doit faire. Elle ne veut pas qu'un homme décide pour elle. Elle veut être maîtresse de ses propres décisions. Elle veut avant tout le bien-être de son fils et son bien-être à elle. Et elle pense que ce soit Raphaël ou que ce soit Fred, aucun des deux hommes ne peut lui apporter ce dont elle a réellement besoin et envie dans la vie. C'est un moment charnière de l'histoire, vraiment très très fort psychologiquement, et c'est une décision tout simplement hyper cohérente. Et oui, j'ai pas pu m'empêcher, moi, en tant que lecteur, de sourire par rapport à cette décision, parce que c'est une bonne décision. Même si à la fin du roman, on aime beaucoup Raphaël, on aime beaucoup Fred. D'ailleurs, je pense qu'il y aura, et qu'il y a probablement déjà des teams Raphaël et des teams Fred. Mais malgré tout, je pense que ce choix de Cécile de rester seule à la fin du roman est un choix vraiment mûrement réfléchi et probablement le premier vrai choix qu'elle prend d'elle-même dans sa vie par rapport à sa situation amoureuse. Et c'était vraiment une bonne idée, une chouette idée de l'amener de cette façon. On est content du choix de Cécile, on se dit
qu'elle se réveille enfin, qu'elle prend vraiment une bonne décision et qu'elle peut redémarrer du coup une vie à zéro. Dans les dernières pages du roman, on se rend compte que Cécile a gardé l'appartement qu'elle partageait avec Raphaël. Il a décidé de lui laisser tout simplement. Mais malgré tout, quelques temps plus tard, elle décide de se séparer de cette villa luxueuse pour aller habiter à Montpellier, dans le sud de la France. Et elle décide d'investir dans une très jolie petite maison qui lui convient, décorée à son goût cette fois, et avec suffisamment de chambres pour elle, pour Maxime, pour Anna qu'elle adore et qu'elle héberge de temps en temps le temps de ses études, pour le copain d'Anna également. Enfin bref, c'est une nouvelle famille recomposée qui s'installe à la fin du roman. C'est très joli, c'est très beau et c'est très bien écrit. Et c'est vraiment à ce moment-là de l'histoire, à la toute dernière page, que je me disais que Nicolas, le père de Maxime, allait revenir dans la vie de Cécile. Euh, que je me suis fait avoir en tant que lecteur, puisque c'est pas du tout ce qui se passe. Ni Raphaël ni Fred ne reviennent dans l'intrigue également. Il se trouve juste que Cécile a refait du coup sa vie dans le sud de la France. Elle travaille, elle va à la piscine, elle prend des cours, etc. Et qu'elle va tomber dans les bras d'un parfait inconnu qui s'appelle Thomas. Et grâce à ce nouveau personnage qui est introduit vraiment dans les toutes dernières lignes, on va se rendre compte qu'une nouvelle histoire d'amour attend Cécile, avec ce mystérieux Thomas dont on ne sait rien à part qu'il est maître nageur. Et ça se termine ainsi, un petit peu en suspense pour un futur tome 2. C'est une très belle fin, une fin qui est certes ouverte, mais qui conclut quand même pas mal d'arcs narratifs, ce qui fait qu'on n'a pas du tout l'impression d'avoir été biaisé ou quoi que ce soit. On est vraiment satisfait de la fin, c'est vraiment une belle conclusion. Elle est assez ouverte pour justement la suite de cette saga, puisque je vous ai dit en début d'intro de cette vidéo qu'il y aurait des tomes 2, 3 et 4. Mais quand on referme le roman, on a vraiment ce sentiment d'avoir été repu au niveau lecture. On est vraiment très content et c'est vrai qu'on a envie de savoir la suite. On a envie de savoir ce qui va arriver à Cécile avec ce mystérieux Thomas. On a envie de savoir si Fred et Raphaël ont dit leur dernier mot ou non. Et moi, j'ai vraiment envie de savoir du coup si le père de Maxime va revenir ou non dans sa vie. Plein de possibilités, pas mal de personnages, donc ça laisse quand même présager pas mal de belles histoires en perspective. Donc hâte de voir ça. Ma conclusion. Le Père Noël, la petite souris et le prince charmant de Laureline Stone, tome 1, Conte de fées ou Cache dorée, est un super roman. C'est vraiment super bien écrit, c'est vraiment super bien amené. Alors c'est un gros pavé, hein, comme vous pouvez le voir. Et ben malgré tout, malgré que ce soit un gros pavé, ça se dévore hyper rapidement, c'est hyper addictif. J'ai passé un super moment. L'écriture, elle est fluide, elle est riche. C'est surtout la psychologie des personnages qui est vraiment hyper bien travaillée dans ce premier tome. On partait sur une romance à la base, mais comme je le disais dans plusieurs posts, ce n'est pas qu'une romance. Déjà, on parle de plusieurs romances, mais pas que. On est vraiment dans la psychologie, encore une fois, des personnages. On est face à des questions existentielles qu'on peut tous se poser au quotidien. Et on est carrément face à un roman feel good, un page turner. On a envie de savoir la suite. C'est juste addictif au possible. Si vous aimez la romance, que vous aimez les personnages à la psychologie vraiment bien travaillée, les questions existentielles qui font notre quotidien finalement, je pense que ce roman, ce tome 1 de Laureline Stone va vraiment vous plaire. Moi, encore une fois, j'ai passé un super moment de lecture, j'ai pas vu le temps passer et j'ai hâte, vraiment hâte de lire la suite. Connaissant un petit peu l'auteur sur Instagram et pour avoir eu la chance de discuter avec elle assez régulièrement, c'est quelqu'un d'adorable et, euh, et le fait qu'elle soit autant passionnée par l'écriture, qu'elle s'investisse autant dans ses écrits, c'est d'autant plus touchant que le récit est vraiment fort. On sent que l'auteur aime écrire, on sent que c'est vraiment l'histoire qu'elle avait en tête depuis des années. Et c'est pas étonnant que ce soit une saga. Moi, j'ai quand même eu l'impression de me retrouver dans les Bridgerton, même si ça n'a rien à voir avec cette saga. On est quand même face à une saga qui est addictive, qui est bien écrite. Et franchement, encore une fois, j'ai passé un super moment. Donc encore une fois, si vous aimez la romance, que vous aimez les personnages bien travaillés, etc., je vous conseille vraiment ce premier tome de Laureline Stone. Allez sur son Instagram, procurez-vous ce livre, c'est une pure réussite. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Le Père Noël, la petite souris et le prince charmant de Laureline Stone, tome 1, Conte de fées ou Cache dorée? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Je suis vraiment désolé, mais je suis un petit peu malade au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que ça s'entendra pas trop au micro et que ça se verra pas trop à l'écran, parce que j'avais vraiment envie de faire cette chronique même en étant malade, donc voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tome 1 et s'il vous a donné envie, n'hésitez pas à aller retrouver l'auteur sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous le disais, mais en barre d'infos, vous aurez tous les liens pour la retrouver, cette autrice, ainsi que son ouvrage.
Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo livresque. À ce propos, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai d'un autre roman en auto-édition. Je vous parlerai du roman Les Morts insignifiants de Gaëtan Ballester. Alors soyez au rendez-vous. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!